Journal de l'économie sur SICA, nouveau numéro, voici le sommaire. La Fondation Mo Ibrahim a publié son rapport 2020 sur la bonne gouvernance en Afrique. Pour la première fois depuis 2010, on note un recul de la performance du continent dans le domaine. Au Ghana, les achats de volailles et de produits à base de volailles en provenance de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, du Royaume-Uni et de la Russie sont désormais interdits. On en parle dans cette édition. Et puis, les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'aligner leur réglementation fiscale en matière d'économie numérique. Cette décision a pour objectif la préservation des intérêts communs. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. La Fondation Mo Ibrahim a publié son rapport 2020 sur la bonne gouvernance en Afrique. Pour la première fois depuis 2010, on note un recul de la performance continentale dans le domaine. Le nouveau rapport révèle qu'en 2019, la moyenne africaine en matière de bonne gouvernance est de 48,8 contre 49 sur 100 en 2018. Il s'agit d'un recul de 0,2 points. Une première depuis 2010. Cette situation est due à la détérioration des performances dans 3 des 4 catégories de l'indice, à savoir participation, respect des droits et inclusion des citoyens, sécurité et état de droit, puis développement humain. Au Ghana, les achats de volailles et de produits à base de volailles en provenance de l'Allemagne, des Pays-Bas, du Danemark, du Royaume-Uni et de la Russie sont désormais interdits jusqu'à nouvel ordre, en cause notamment l'épidémie de grippe aviaire qui sévit dans ces 5 pays. Voici les détails. Le gouvernement ghanéen a interdit depuis le 10 novembre dernier les importations de poulets congelés, d'œufs à couvert, de poussins d'un jour, de produits de volaille et d'aliments pour volailles depuis 5 pays d'Europe, touchés actuellement par une épidémie de grippe aviaire de type H5N8. Les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, le Royaume-Uni et la Russie sont les pays concernés par cette restriction commerciale. Les permis précédemment accordés pour les importations depuis ces pays sont désormais invalidés. Cette décision, a priori, ne devrait avoir qu'un impact limité sur l'approvisionnement du marché ghanéen en volaille et en produits de volaille, étant donné que près de 70% des importations totales du pays proviennent du Brésil et des États-Unis. Au Ghana, l'industrie avicole n'arrive pas à répondre à la demande grandissante des consommateurs, surtout urbains, en raison de nombreux obstacles comme les coûts prohibitifs de l'alimentation animale et de l'énergie. Le pays qui consomme près de 200 000 tonnes de viande de volaille par an dépend à plus de 75% des importations pour la satisfaction de ses besoins, selon les données du département américain de l'agriculture. Le Togo a également interdit l'importation depuis le 16 novembre dernier des volailles vivantes, leurs produits dérivés et des aliments pour volailles en provenance de l'Allemagne, de l'Irlande, du Danemark, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la Russie. Le gouvernement togolais justifie cette mesure par l'épidémie de grippe aviaire qui sévit depuis quelques semaines. Le gouvernement a invité les acteurs du secteur avicole au strict respect des mesures de biosécurité, notamment aux frontières, aux marchés et dans les élevages afin de prévenir la menace. Les pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est ont décidé d'aligner leur réglementation fiscale en matière d'économie numérique. La décision a été prise lors de la 48e réunion de leur autorité fiscale tenue le 11 novembre dernier. Elle a pour objectif la préservation des intérêts communs. Le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Rwanda, le Soudan du Sud et le Burundi, pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, CAE, ont convenu le 11 novembre dernier de développer une stratégie commune pour la taxation de l'économie numérique dans la sous-région. C'était lors de la 48e réunion de leurs autorités fiscales qui espèrent ainsi augmenter les revenus issus du secteur des technologies de l'information et de la communication.
D'après le communiqué final publié au terme de cette 48e réunion générale des commissaires des autorités fiscales de l'Afrique de l'Est, le développement de cette stratégie commune vise notamment à traiter la fiscalité de l'économie numérique en abordant les problèmes liés au cadre juridique en termes de définition, d'identification des acteurs et de mécanismes juridiques. À travers ce front uni que veulent présenter les membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, l'objectif est de faire pression sur les géants mondiaux de la technologie qui enregistrent des profits dans leurs différents marchés. Obligés de composer avec tous, ils n'auront pas l'opportunité de tirer parti des faiblesses et autres zones grises des différents systèmes fiscaux. L'encours de la dette publique du Niger s'est établi à 3 330 milliards de francs CFA à fin juin 2020. C'est le sujet au menu de la discussion que nous allons mener avec Kazmi Pédior qui nous a entre-temps rejoint sur ce plateau du journal de l'économie. Kazmi Pédior, merci de prendre une fois encore le rendez-vous du journal de l'économie. Alors, environ 3 300 milliards de francs CFA de dette publique à fin juin 2020. Le Niger est-il surendetté? Non. Emmanuel Crépy ont tenté de dire non et non. Selon donc le ministre des Finances pays, le Niger n'est pas surendetté. Le Niger présente donc une situation des plus reluisantes car c'est 3 330 milliards, pour être plus précis, 3 328,7 milliards de dettes libellées donc au 30 juin 2020 affiche un ratio dette PIB autour de 42,5% contre une moyenne régionale, une norme communautaire de 70%. Le Niger a encore environ 30% donc de chances d'aller s'endetter sur le marché régional et aussi international. Le Niger présente, c'est vrai, une poussée vers donc l'endettement ces dernières années. Le Niger a affiché une intention de développer donc son industrie, de développer son agriculture, de développer ses infrastructures routières, mais le Niger n'a donc pas encore crevé donc le plafond de la dette au niveau donc du pays véritablement. Le Niger a encore donc les chances, comme je l'ai dit tantôt. Le Niger continue donc à bénéficier de l'attention donc de ses partenaires, notamment des Burkinabés qui sont frileux donc de la présence de ce marché sur le marché de ce pays, voilà, sur le marché domestique. Le Niger, enfin, c'est un pays où, si nous enlevons donc la crise de la pandémie du coronavirus, les investisseurs ont bien envie d'aller prospecter donc l'univers économique de ce pays. Je l'ai bien dit, si nous enlevons donc les conséquences de la pandémie du coronavirus. Alors, dites-nous, qu'en est-il des risques autour de cette dette du Niger? Le risque, il est infirme, il est minime. Le risque, il n'est pas élevé, il n'est même pas moyen pour le pays car le service de la dette, il est bien géré au niveau donc de ce pays-là. Le Niger, je l'ai dit tantôt, va s'endetter pour se développer. Le Niger a aujourd'hui des infrastructures pouvant lui permettre donc de pouvoir rembourser, de pouvoir honorer ses rendez-vous, j'allais dire, son agenda en termes de remboursement de la dette. Le Niger, désormais pays producteur donc du brut de pétrole, mais aussi pays producteur des dérivés donc du pétrole. Le Niger a quand même la capacité aujourd'hui de faire face à sa dette. Je présente le pays ici sur le plan macroéconomique. Je ne présente pas le Niger comme ce pays où il fait bon vivre pour les Nigériens. Et donc, il y a une grande différence entre la redistribution donc, du gain issu donc de cet endettement-là, la redistribution au niveau de la population et le niveau donc de vie de l'État, il y a véritablement une grande différence. Donc le Niger tel qu'il est présenté aujourd'hui, c'est un pays où il fait quand même bon vivre avec un taux d'endettement des plus modérés selon donc les autorités, selon le ministre de l'économie et des finances qui donc à la faveur d'une sortie médiatique a précisé aujourd'hui les enjeux de ce pays, les opportunités de ce pays, mais aussi ce que le pays attend de la région et aussi de l'international. Alors, comment se présente le service de la dette de ce pays à la date du 30 juin 2020 ? Alors, il faut déjà dire que le Niger aura à rembourser 874 milliards de francs CFA d'ici donc les 10 prochaines années, c'est-à-dire à la lisière de 2030. Le Niger aura donc ce stock-là à rembourser sur le marché. Pour le compte donc du dernier trimestre de l'année 2020, le Niger ira 8 fois au niveau donc de Dakar pour rembourser donc ce qu'il a emprunté au titre donc du stock de la dette passée. Le Niger enfin
aura 2021 comme une année de pic en ce qui concerne donc le remboursement de sa créance sur le marché domestique, soit environ 317 milliards à rembourser au titre donc de l'année 2021. Voilà un peu ce que nous pouvons dire de façon sommaire, des intentions budgétaires, des intentions donc de dette publique au niveau de ce pays. Il faut préciser que le pays s'est engagé ces 2 voire 3 dernières années dans un système de réforme qui aujourd'hui est en train de porter ses fruits parce que le ratio de la dette a vu donc une chute parce que les réformes sont allées dans ce sens-là. Le rééchelonnement donc des anciens stocks a été une réalité aujourd'hui au niveau de ce pays. Et donc tout ceci au niveau donc du service de la dette, je crois que le pays a toutes les chances donc de séduire davantage les partenaires techniques et financiers, mais aussi ses nouveaux clients, pour donc davantage bénéficier de leur portefeuille, pourquoi pas pour mieux s'endetter et continuer donc ces programmes structurants en termes donc de développement économique. Merci Kazmi Pédior d'être passé avec toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro du JT de l'économie. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. À très bientôt sur Sika.